Denis Mukwege, bonjour. Bonjour madame. 6 octobre 1996, le premier massacre se passe à Lemera, dans un hôpital dont vous étiez le médecin en chef, si je ne m'abuse. On est 29 ans plus tard, on a l'impression que le temps s'est figé, il n'y a rien qui a changé. Il y a 29 ans, l'hôpital de Lemera a été attaqué par des hommes armés. Les malades que je venais d'ailleurs d'opérer ont été assassinés dans leur lit. Et le personnel qui était courageux et qui ne voulait pas quitter l'hôpital a été aussi massacré. Et 29 ans après, on n'a toujours pas ceux qui ont commis ces crimes courent toujours. Ils sont dans l'armée, ils sont dans l'administration, ils ont des postes politiques. Et je pense que ça, c'est inadmissible. À quelques détails près, donc de ce qui s'est passé il y a 29 ans, aujourd'hui on parle par exemple de la prise de Goma et Bukavu. Vous avez dû quitter Bukavu, vous ne vivez plus là. Qui s'occupe des malades à Panzi aujourd'hui? Et malgré mon absence, il y a une équipe bien formée, une équipe très engagée, motivée, qui continue à prendre les victimes de violences sexuelles en charge à mon absence. Et je dois vous garantir, j'ai des jeunes médecins que j'ai formés aussi sur le plan théorique à l'université et sur le plan pratique à l'hôpital, qui font mieux que moi. Est-ce que vous comptez rentrer? Vous pensez que c'est possible? Le Congo, c'est mon pays, donc je crois que on peut tout dire et tout faire, mais on n'a pas de pays. Si demain, cette population, ces jeunes, ces femmes, ces hommes congolais, vous demandez de diriger une transition, vous seriez prêt? Je crois que ça, c'est une question que je trouve tout à fait prématurée. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Et je trouve que les hommes politiques, avant de se disputer des positions, ils devraient d'abord se rendre compte que nous sommes en train de perdre notre pays. Et on est dirigeant qui est d'un territoire donné, où habite une population. Et donc, c'est ça la nation, les gens qui acceptent de vivre ensemble. Aujourd'hui, on essaye de briser cet élan national. On essaye de nous briser comme une nation. Vous parlez de nation, justement, de construire l'idée, de renforcer l'idée de nation. On a vu récemment la CENCO et le CC proposer justement un dialogue inclusif où il y aurait toutes les forces incluses aujourd'hui à pouvoir retrouver la paix, c'est-à-dire le gouvernement actuel, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui font la guerre et tous les Congolais. Ils sont persuadés que la solution viendra du Congo. C'est un avis que vous partagez. Est-ce que vous pourriez participer à ce dialogue? Je pense qu'aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la paix en République démocratique du Congo. Ceci ne peut... En fait, le Congo a été agressé en violation du droit international et humanitaire, agressé en violation de la Charte des Nations Unies, agressé en violation de la Charte de l'Union africaine et agressé en violation de la résolution 2773. Et pour moi, avec tous ces éléments, je crois que le Congo est suffisamment outillé pour pouvoir dire que cette agression doit cesser. Et je pense qu'une fois qu'on peut mettre fin à cette agression, en fait, la deuxième phase devrait être se mettre ensemble pour parler. Pourquoi j'ai dit je parle de 5 passages? On a eu Doha et Washington. Voilà. Non, je crois que ça c'est... moi, je proposais plutôt une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Pourquoi? La France l'a proposé. Bon, c'est une conférence internationale humanitaire, mais il faut que ce soit une conférence internationale pour la paix. Et je crois qu'on peut faire une conférence humanitaire que je ne sous-estime pas, je crois que c'est très très important. En réglant les questions humanitaires, on doit aussi penser à régler la question sur le plan donc de la paix et vraiment résoudre pas seulement les conséquences, mais les causes profondes
de cette crise. Et moi, je pense que ça ne peut se faire que dans une conférence internationale que j'ai proposé, que cette conférence devrait amener la République démocratique du Congo, toutes ses composantes, le gouvernement, l'opposition, la société civile, et je dis bien les secteurs privés. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre économique. Il est tout à fait anormal qu'on puisse toujours se mettre autour des tables pour résoudre la question politique où les gens se partagent le pouvoir sans pouvoir mettre le secteur privé qui est en fait au centre du conflit que nous connaissons. Ça, c'est pour la République démocratique du Congo. Pour le pays voisin, je pensais que le cadre est déjà fait, puisque nous avons l'accord cadre d'Addis Abeba, qui a été signé par tous les pays voisins, y compris cet accord était garanti par l'Union africaine, l'Union européenne, les 5 pays du Conseil de sécurité. Donc c'était un cadre qui était solide et je pense, et je continue à penser, que ce cadre, on doit tout simplement les remettre sur la table pour amener tous ces acteurs. Mais ici, la différence sera d'amener aussi les acteurs privés de l'extérieur. Nous avons aujourd'hui des compagnies qui ne peuvent pas, des sociétés qui ne peuvent pas fonctionner sans les tantalium congolais. Et donc je pense que si on exclut de tels acteurs et qu'à la fin ils se trouvent dans des conditions où ils ne peuvent plus continuer à fonctionner dans leur pays, eh bien nous allons payer, c'est notre population qui va payer la facture. Et donc moi je pensais qu'en ayant une conférence internationale qui amène tous ces acteurs, n'est-ce pas, ensemble, et ici, je crois que le cadre est déjà très bien défini. Vous parliez tout à l'heure des conséquences de la guerre. On a entendu parler récemment de la RDC qui lance une campagne pour reconnaître un génocide économique. Vous avez parlé de la donne économique tout à l'heure par rapport à ce qui se passe en RDC. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette campagne? Et surtout, on parle de génocide. Certains parlent de 6 millions de morts, d'autres 12 millions de morts. Là, je vous ai sous la main. Vous avez vu des gens passer à l'hôpital. Le chiffre, il se situe. Écoute, moi, je crois, je dois dire que c'est de l'hypocrisie, puisqu'on nous parle de 6 millions de morts il y a plus de 10 ans. Mais quand vous suivez l'information au Congo, c'est tous les jours qu'on tue des milliers de personnes, sont décapitées, des milliers de personnes sont tuées par balle, mais c'est comme si il n'y a plus personne qui veut compter et voir cette réalité sans faire quelque chose pour soulager la souffrance du peuple congolais. Mais je crois que si le gouvernement a pris cette option, c'est que nous encourageons. Je crois qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Nous, de la société civile, nous avons essayé de réclamer, mais on était toujours confrontés à cette limite où c'est le gouvernement qui doit normalement, qui a la responsabilité de protéger et qui a la responsabilité aussi d'aller devant les institutions internationales pour porter plainte, etc. Ce que nous savons avec certitude, vous ne pouvez pas construire la paix sans justice. On ne construit pas la paix sur de fausses communes. On ne construit pas la paix quand les autres n'ont pas fait leur deuil. On ne construit pas la paix quand les gens ne se sentent pas qu'ils sont prêts à vivre avec les autres en paix. Et je pense que les piliers de la justice transitionnelle, on en a besoin pour permettre à ce que nous puissions non seulement arrêter la guerre, mais commencer un processus de réconciliation au niveau national, mais aussi au niveau régional. Si vous aviez Paul Kagame en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Que tous les humains s'équivalent. C'est tout. Je crois que nous devons arrêter le discours de penser qu'il y a des hommes et des sous-hommes, qu'il y a des gens qui ont droit à la vie et d'autres, leur mort est normalisée. Je pense que ça fait 30 ans que tous nos projets ont été arrêtés.
30 ans de souffrance. 30 ans, on ne peut pas expliquer à nos enfants, à nos petits-enfants, pourquoi cette souffrance. Et je pense qu'à un certain moment, il faut savoir dire aux dirigeants, eh bien, toutes les vies humaines s'équivalent. Merci. C'est moi qui vous... American Dream. Dispassant chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispassant chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation chaîne Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi pou. Héritage à ban. Rêve américain. Kosomba Lopango aux États-Unis, plus précisément la ville où y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispassant chaîne Investment. Lotaka Music Brand International.